Je n'aurais jamais pensé tomber amoureux de quelqu'un que ma famille méprisait. Et pourtant, elle était là, nettoyant silencieusement les sols de notre immense demeure, son sourire doux illuminant chaque pièce où elle entrait. Ce qui avait commencé par des regards furtifs s'était transformé en une romance interdite qui allait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la famille et les classes sociales. En grandissant dans le domaine des Montgomery, j'avais tout ce dont une personne pouvait rêver. Les vastes jardins où je passais mes étés, les escaliers en marbre que je dévalais enfant, et les lustres en cristal qui scintillaient au-dessus de nos dîners familiaux, tout cela m'était parfaitement normal. Je suis James Montgomery. Et oui, de cette famille Montgomery, celle qui possède la moitié de l'immobilier de cette ville. Mon père disait toujours que notre nom avait du poids et qu'avec lui venaient certaines attentes. Je me souviens parfaitement de ce matin-là. Je sirotais mon café hors de prix, plongé dans des rapports d'investissement dans le bureau de mon père, quand quelque chose me fit lever les yeux. Peut-être était-ce la lumière du matin qui changeait, ou peut-être le destin en train de jouer sa main. C'est alors que je l'ai vue pour la première fois. Maria. Elle rangeait les livres sur l'étagère, ses gestes précis et appliqués. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Pas seulement sa beauté, mais une assurance discrète qui défiait son uniforme. Notre nouvelle domestique ne remarqua pas que je l'observais ce jour-là. Elle était trop concentrée sur son travail, fredonnant doucement une mélodie que j'allais plus tard découvrir être la berceuse de sa grand-mère. Ses cheveux noirs étaient soigneusement attachés, et contrairement aux autres employés qui semblaient se fondre dans le décor, elle avait cette présence qui attirait l'attention sans même le demander. Je me surprenais à trouver des excuses pour être dans les pièces qu'elle nettoyait, feignant de travailler tout en lui jetant des regards discrets par-dessus l'écran de mon ordinateur. Je venais d'un monde de bals de débutantes et de galas de charité, où les relations ressemblaient en plus à des fusions d'entreprises qu'à des histoires de cœur. Mes parents m'avaient déjà présenté plusieurs jeunes femmes appropriées, issues de familles aisées, mais aucune ne m'avait jamais fait ressentir ce que je ressentais en regardant Maria épousseter les précieux objets antiques de ma mère. La manière dont elle manipulait chaque pièce avec tant de soin, comme si elle comprenait leur histoire, c'était fascinant. Restez avec moi tandis que je vous raconte comment une femme a bouleversé mon monde et m'a appris que le véritable amour ne connaît pas de frontières. Ce n'est pas juste une histoire de fils de riche qui tombe amoureux d'une domestique. C'est l'histoire de la façon dont, parfois, le cœur voit ce que le privilège nous empêche de reconnaître, et comment le plus grand acte de rébellion peut être de choisir l'amour au lieu de tout ce qu'on nous a appris à valoriser. Je m'appelle James Montgomery, et voici l'histoire de comment je suis tombé amoureux de la femme qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur les classes sociales, la famille et ce qui compte réellement dans la vie. Vous connaissez ces familles qui affichent leur succès comme des trophées? C'était nous. L'héritage des Montgomery remontait à 4 générations, chaque portrait dans notre grand hall racontant une histoire de pouvoir et de prestige. Mon père, Richard Montgomery III, n'était pas seulement un homme d'affaires, c'était un bâtisseur d'empire. Chaque matin, à exactement 7 heures, il s'installait à la tête de notre immense table de salle à manger, caché derrière son journal, ne sortant que pour me rappeler les standards de notre famille. Ma mère, Élisabeth, était la parfaite épouse mondaine, toujours impeccable, organisant des événements de charité et maîtrisant l'art du regard désapprobateur. Elle avait cette façon de dire « mon chéri », qui pouvait aussi bien réchauffer le cœur que glacer le sang, selon son humeur. J'ai grandi en la regardant orchestrer nos vies comme un chef d'orchestre, veillant à ce que chaque note soit parfaitement accordée aux attentes de la haute société. Puis, il y avait ma jeune sœur, Catherine, qui, ironiquement, était la seule à me comprendre. « James », me disait-elle lors de nos discussions secrètes tard le soir dans la bibliothèque, « tu n'en as pas marre de faire semblant ?» Elle avait raison. J'étais épuisé par ces dîners d'affaires interminables, à hocher la tête lors de discussions sur des fusions et acquisitions, et à prétendre m'intéresser aux filles et des partenaires commerciaux de mon père. La pression était constante, comme un poids sur mes épaules. Le nom Montgomery
me rappelait mon père, n'est pas qu'un simple nom, c'est une responsabilité. Chaque décision, chaque mouvement, chaque relation devait être soigneusement calculée. Ils avaient déjà tracé mon avenir. Harvard Business School, fait, reprendre l'entreprise familiale, en cours, et épouser une femme de notre cercle, en attente, à leur grand désarroi. Je me souviens du jour où ils ont mentionné pour la première fois Alexandra Pierce, la fille de Pierce Industries, notre plus grand concurrent. Une fusion de famille, avait dit ma mère, les yeux brillants à cette idée. Le fait qu'ils parlent de mon mariage comme d'une transaction commerciale me donnait la nausée. Lors des dîners mondains, ils me plaçaient stratégiquement à côté de jeunes femmes de bonne famille, chacune plus raffinée et parfaite que la précédente. Mais voici la chose, avec le fait de grandir en ayant tout. On finit par se demander ce que tout signifie réellement. Derrière les pelouses impeccablement entretenues et l'argenterie étincelante, je me sentais vide. Cette parade sans fin d'obligations sociales, cette pression constante pour maintenir les apparences, cette manière subtile de regarder de haut ceux qui étaient en dessous de nous, tout cela ressemblait à un magnifique paquet cadeau sans rien à l'intérieur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur monde parfaitement organisé allait être bouleversé par quelqu'un qu'ils considéraient comme invisible. Quelqu'un qui allait me faire comprendre que toutes leurs règles sur le statut et la classe sociale n'étaient que des chaînes déguisées en opportunités dorées. Quelqu'un qui travaillait sous notre propre toit, observant silencieusement la façade soigneusement construite de notre famille, tout en démantelant sans le savoir tout ce que je croyais vrai sur l'amour et la valeur d'une personne. Le 15 avril. C'est le jour où Maria Elena Suarez est entrée dans nos vies, armée de rien d'autre qu'une lettre de recommandation et une détermination silencieuse dans le regard. L'intendante l'avait présentée comme notre nouvelle domestique, et ma mère n'avait même pas levé les yeux de son agenda mondain. Mais moi, je l'avais remarqué. Comment aurais-je pu faire autrement ? Elle évoluait dans notre maison avec une grâce qui rendait nos meubles luxueux presque insignifiants en comparaison. Je me souviens encore parfaitement de son premier jour. Alors que les autres domestiques semblaient intimidés par la grandeur de notre maison, Maria accomplissait son travail avec une précision presque artistique. Elle ne se contentait pas de dépoussiérer les étagères de la bibliothèque. Elle passait ses doigts sur les reliures comme si elle saluait de vieux amis. Lorsqu'elle pensait que personne ne regardait, elle s'attardait sur nos photos de famille, les observant avec une curiosité sincère. Je me demandais quelles histoires elle pouvait bien imaginer à notre sujet. Notre première véritable interaction eut lieu dans la bibliothèque. J'étais censé lire du Fitzgerald, mais en réalité, je l'observais lorsqu'elle fit accidentellement tomber une pièce d'échec du précieux jeu de mon père. La manière dont elle la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol était presque chorégraphique. Joli réflexe, dis-je avant de pouvoir me retenir. Son sourire en réponse n'avait rien de celui, poli et contraint, qu'elle adressait à mes parents. Il était sincère, atteignant ses yeux et créant ces petites ridules qui me firent battre le cœur un peu plus vite. « James », l'interrompis-je. « S'il te plaît, appelle-moi James. » L'expression de surprise sur son visage valait bien l'entorse au protocole que je venais de commettre. Au fil des semaines, je me surpris à remarquer chaque détail la concernant. La façon dont elle disposait toujours des fleurs fraîches dans les coins oubliés de la maison. Comment elle laissait les fenêtres ouvertes juste assez longtemps pour laisser entrer la brise matinale. La douceur avec laquelle elle manipulait les précieuses tasses à thé de ma mère, comme si chacune contenait des souvenirs plutôt que du simple Earl Grey. Mais ce qui me frappait le plus, c'était sa dignité. Dans une maison pleine de gens qui la traitaient comme si elle était invisible, Maria avançait avec une fierté silencieuse qui imposait le respect. Elle ne se recroquevillait jamais et ne s'excusait pas d'exister, contrairement à certains de nos employés précédents. Elle se déplaçait dans notre maison avec une détermination calme, accomplissant chaque tâche avec une attention telle que même les corvées les plus simples semblaient avoir un sens. Je commençais à trouver des excuses pour être là où elle travaillait. Mon café du matin devait soudainement être savouré dans la pièce qu'elle était en train de nettoyer. Mes lectures nocturnes coïncidaient mystérieusement avec ses tâches du soir.
Chaque interaction brève, chaque regard échangé donnait l'impression que nous écrivions en secret notre propre histoire dans les marges du récit rigide de ma famille. Ce que je ne réalisais pas encore, c'était que Maria ne se contentait pas de nettoyer notre maison. Elle balayait lentement toutes les illusions sur lesquelles j'avais bâti ma vie, dévoilant le véritable moi, enfoui sous des années d'attentes familiales et de conditionnements sociaux. Et je la laissais faire, moment après moment. Tout a commencé par des instants furtifs, des fragments de connexion qui semblaient anodins, mais construisaient doucement quelque chose de profond. La cuisine devint notre sanctuaire, surtout pendant ces heures tardives où la maison entière dormait. Une nuit, je la trouvais là, préparant du chocolat chaud mexicain. Pas le genre sophistiqué que nous servions aux réceptions, mais quelque chose qui sentait l'enfance et donnait une impression de foyer. « Tu veux goûter ?» demanda-t-elle, à peine audible. Cette tasse de chocolat changea tout. Assis à la table du personnel, un endroit où ma mère aurait fait un malaise en me voyant, j'écoutais Maria parler de sa vie à Mexico, des recettes de sa grand-mère et de son rêve d'ouvrir un petit café-librairie un jour. Elle suivait des cours en ligne, enchaînait plusieurs emplois pour financer ses études. Chaque mot qu'elle prononçait brisait un autre stéréotype que mon éducation privilégiée m'avait inculqué. Nos conversations nocturnes devinrent un rituel précieux. Nous nous retrouvions dans le jardin, notre monde secret parmi les roses de ma mère. Maria apportait du café qu'elle avait mis de côté dans la cuisine, et j'arrivais avec des livres dont nous discutions jusqu'à ce que l'aube menace de nous trahir. Elle me fit découvrir Gabriel Garcia Marquez pendant que je lui prêtais mon exemplaire usé de Gatsby le Magnifique. L'ironie de parler du rêve américain avec quelqu'un que ma famille considérait comme indigne de ce rêve ne m'échappa pas. « Pourquoi travailles-tu aussi dur ?» lui demandai-je un soir, en observant ses mains légèrement rugueuses par le travail, mais toujours gracieuses autour de sa tasse de café. Sa réponse m'humilia. « Parce que tout rêve qui en vaut la peine mérite qu'on se batte pour lui. » Là où j'avais hérité de mes ambitions, elle bâtissait les siennes, pierre après pierre, matin après soir. Nous devînmes experts en moments volés, une main effleurée en servant le dîner, des sourires échangés à travers des pièces pleines de monde, des petits mots cachés dans des livres qu'elle époussetait et que je récupérais. Mais ce n'était pas seulement l'excitation du secret, c'était la découverte de nos mondes respectifs. Elle m'apprenait à voir ma vie privilégiée sous un autre prisme, tandis que j'apprenais d'elle la résilience et la détermination face aux épreuves. Nos rendez-vous dans le jardin s'allongèrent, devinrent plus fréquents. Sous les étoiles, nous partagions nos peurs, nos espoirs, tout ce que nous ne pouvions être à la lumière du jour. Maria me parla des factures médicales de sa petite sœur au pays, la véritable raison pour laquelle elle travaillait autant. Je lui confessais l'étouffement que je ressentais sous le poids des attentes familiales. Avec elle, je pouvais enfin respirer. Plus j'en apprenais sur elle, plus je réalisais à quel point les préjugés de ma famille étaient erronés. Maria ne se contentait pas de survivre dans un monde qui l'ignorait. Elle prospérait, construisant son avenir avec une détermination qui rendait mon succès hérité bien vide en comparaison. Mais nous jouions un jeu dangereux. Dans l'obscurité des jardins du domaine Montgomery, parmi les fleurs que ma mère chérissait et les ombres que nous nous étions appropriées, nous écrivions une histoire qui, tôt ou tard, allait tout détruire ou tout reconstruire. Et au fond de nous, nous savions qu'elle ne pourrait pas rester secrète éternellement. Le jour où notre monde s'écroula commença comme un autre. J'étais dans le jardin avec Maria, nos mains presque entremêlées sur le vieux banc de pierre, quand la voix de ma mère fendit l'air du soir comme une lame. James Montgomery. L'horreur sur son visage aurait pu être risible si elle n'avait pas été aussi dévastatrice. Je me souviens encore du claquement rapide de ses talons sur l'allée de gravier alors qu'elle me traînait à l'intérieur, laissant Maria là, debout, son visage empreint d'une dignité implacable même dans l'humiliation. Mon père fut appelé depuis son bureau, et nous nous retrouvâmes tous les trois dans le salon. Cet espace formel réservé aux crises familiales et aux victoires sociales. Mais cette fois, il ressemblait davantage à une salle d'audience. « Tu as perdu la tête ?»
La voix de mon père était basse, froide, le ton qu'il réservait habituellement aux associés en faillite. Une domestique, James? Tu as la moindre idée de ce que cela pourrait faire à notre réputation? Ma mère arpentait le tapis perçant, ses mains manucurées tremblantes tandis qu'elle attrapait son téléphone. J'appelle l'agence tout de suite. Elle sera partie demain matin. Quelque chose en moi se brisa. Peut-être était-ce la façon dont il parlait d'elle comme si elle était jetable. Ou peut-être était-ce des années de rébellion réprimée qui trouvaient enfin leur voix. Ce n'est pas juste une domestique, dis-je en me levant. Elle est plus instruite que la moitié des jeunes filles de la haute société que vous essayez de me caser. Elle travaille 3 emplois pour financer ses études. Elle subvient aux besoins de toute sa famille. Et elle a plus de grâce et de dignité que quiconque dans notre cercle social. Un silence de plomb s'abattit. Le visage de ma mère passa par une série d'expressions que je ne lui avais jamais vues, avant de se figer dans un mélange de dégoût et d'incrédulité. Grâce, dignité, elle fait le ménage, James. Elle t'utilise pour s'élever. Ne sois pas naïf. Ce fut une nuit de menaces et d'ultimatums. Mon héritage, mon avenir dans l'entreprise, tout fut suspendu au-dessus de ma tête comme une guillotine. Le lendemain matin, je trouvai Maria dans la cuisine, sa lettre de démission déjà rédigée. « Je ne les laisserai pas détruire ta vie », murmura-t-elle en me regardant avec une force qui me brisa le cœur. Mais en la regardant à ce moment-là, voyant la détermination silencieuse sur son visage, alors même qu'elle se préparait à s'éloigner de notre histoire d'amour, j'ai compris quelque chose de profond. Tout ce que j'avais appris sur la véritable force, sur le vrai caractère, je l'avais appris en la regardant naviguer dans un monde qui tentait de la rendre invisible. Et j'en avais fini de laisser ce monde gagner. Mes parents ne savaient pas que leur opposition n'allait pas mettre fin à notre histoire. Elle allait en ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre où je devrais choisir entre la cage dorée qu'ils avaient construite pour moi et la vie authentique que j'avais entrevue dans ces moments volés avec Maria. Le matin où Maria a quitté notre maison pour la dernière fois, quelque chose en moi est mort, puis renaît. Depuis ma fenêtre, je l'ai regardé descendre notre longue allée, son petit sac contenant 3 années de sa vie chez nous, la tête haute malgré la défaite. Cette image, sa silhouette solitaire s'éloignant sur fond de façade imposante du manoir, m'a hanté pendant des jours. Mon père, pensant avoir gagné, a immédiatement mis en place son plan pour mon avenir. Réunions de conseil, galas de charité et rencontres fortuites avec de jeunes femmes convenables ont rempli mon emploi du temps. Mais je n'étais pas là. Physiquement, j'assistais à ces événements soigneusement orchestrés, mais mon esprit rejouait chaque instant avec Maria, chaque conversation, chaque rêve partagé dans notre jardin à minuit. 2 semaines. C'est le temps que j'ai tenu dans leur monde parfaitement arrangé avant d'atteindre mon point de rupture. Cela s'est produit lors d'un autre dîner mondain, où Alexandra Pierce était assise à côté de moi, parlant de son récent voyage en yacht à Monaco. J'ai regardé autour de la table, le sourire maîtrisé de ma mère, le regard fier de mon père, les verres en cristal valant plus que ce que Maria gagnait en un mois, et j'ai soudain eu du mal à respirer. Je me suis levé, ma chaise raclant le parquet dans un bruit qui a tranché avec la conversation feutrée du dîner. Je ne peux plus faire ça. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir. Le visage de ma mère a pâli. Les jointures de mon père sont devenues blanches autour de son verre de vin. Je ne veux plus de cette vie. James, assieds-toi, a sifflé mon père, mais j'étais déjà en train de partir. Dans ma chambre, j'ai fait mon sac avec des mains tremblantes. Catherine est apparue dans l'embrasure de la porte, les yeux pleins de larmes, mais un sourire aux lèvres. « Vas-y », a-t-elle murmuré en glissant un bout de papier dans ma main avec l'adresse de Maria. « Montre-leur ce qu'est le véritable amour. » L'heure suivante a été le moment le plus décisif de ma vie. Debout dans le grand hall de notre maison,
face à mes parents, j'ai enfin dit tout ce que je retenais depuis des années. À propos de leurs valeurs superficielles, du vide de notre prétendu héritage et de la manière dont rencontrer Maria m'avait montré ce que signifiait réellement la force et la dignité. Je choisis l'amour, ai-je déclaré. Et si cela signifie tout perdre, alors peut-être que ce tout ne valait rien. Le visage de mon père est devenu rouge de rage. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus un Montgomery. Son ultimatum a résonné dans l'air. Des générations de richesses et de privilèges pesant contre le simple souvenir du sourire de Maria. J'ai regardé le portrait de mon grand-père au-dessus des escaliers, puis l'expression inflexible de mon père. Et j'ai fait mon choix. Je suis sorti sous la pluie, mes chaussures de luxe s'enfonçant dans l'herbe mouillée, alors que je tournais le dos à tout ce que j'avais connu. Mais à chaque pas, l'étau autour de ma poitrine se relâchait, remplacé par une légèreté inconnue. J'étais terrifié, exalté et enfin libre. J'ai retrouvé Maria travaillant dans une petite librairie-café, ironiquement vivant le rêve qu'elle m'avait un jour partagé lors d'une nuit passée à boire du chocolat chaud. La clochette au-dessus de la porte a tinté lorsque je suis entré, trempé par la pluie, probablement méconnaissable comparé à l'héritier Montgomery qu'elle avait connu. Lorsque nos regards se sont croisés, le temps s'est suspendu. Elle a laissé tomber le livre qu'elle tenait, et à cet instant, tous les murs entre nos mondes se sont effondrés. Recommencer n'a pas été facile. J'ai emménagé dans un petit appartement, appris à faire ma propre lessive et trouvé un poste de professeur de littérature dans un collège communautaire. Un rêve que je n'avais jamais osé poursuivre. Maria ne m'a jamais fait sentir que j'avais trop sacrifié. Au contraire, elle m'a appris à trouver la richesse dans la simplicité, la joie dans le travail honnête et la fierté de tracer mon propre chemin. La véritable surprise est arrivée 6 mois plus tard, un dimanche matin, lors d'un petit déjeuner dans notre café préféré. Ma sœur Catherine est entrée, suivie de notre mère. Maman avait l'air déplacée dans ses vêtements de luxe, serrant son sac à main comme un bouclier. Mais elle était venue. Elle s'est assise avec nous, a commandé un café, et pour la première fois, elle a vraiment regardé Maria, non plus comme une domestique, mais comme la femme qui avait donné à son fils le courage d'être lui-même. « Je ne comprends pas tes choix », a-t-elle dit lentement, « mais tu me manques. » Ce n'était pas encore une acceptation, mais c'était un début. Maria a tendu la main et a serré celle de ma mère. Un geste si sincère, si empreint de grâce, que j'ai vu des larmes briller dans les yeux de ma mère. Ce simple contact a fait plus pour rapprocher nos mondes que tous les mots du monde. Mon père a mis plus de temps. 2 ans, pour être exact. Mais le jour où il est entré dans notre mariage, une magnifique célébration mêlant nos 2 cultures, j'ai vu quelque chose changer en lui. Peut-être était-ce le fait de voir comment la famille de Maria m'avait accueilli sans hésitation, ou de constater la vie que nous avions bâtie sans son argent. Ou peut-être a-t-il enfin compris que la vraie valeur ne se mesure ni en compte bancaire, ni en statut social. Aujourd'hui, Maria et moi dirigeons ensemble cette librairie-café. Son rêve est devenu notre rêve. Chaque matin, alors que je la regarde ranger les livres sur les étagères, comme elle arrangeait autrefois les ornements dans le manoir de ma famille, je retombe amoureux d'elle. Mon père passe parfois prendre un café, assis silencieusement dans un coin, nous observant construire quelque chose de réel, d'authentique. Nous avons brisé toutes les règles qu'il m'avait inculquées sur l'amour et la réussite, et en le faisant, nous avons redéfini ce que signifie être véritablement riche. Notre richesse ne réside pas dans un compte en banque, mais dans la façon dont nous avons uni 2 mondes, dans la famille que nous avons créée, où le caractère prévaut sur la classe sociale, et dans l'amour qui a su surmonter des générations de préjugés. En regardant par la fenêtre de notre librairie-café, je peux voir ces 2 mondes qui ont façonné leur histoire d'amour. Il y a la silhouette lointaine du manoir de ma famille sur la colline, et ici, la vie vibrante de notre quartier cosmopolite, où Maria et moi avons bâti notre avenir. Parfois, les plus beaux cadeaux de la vie se cachent dans des écrins que l'on nous apprend à ignorer.
Notre petit café est devenu un pont entre ces deux mondes. Les dimanches, on y trouve ma mère et la maman de Maria échangeant des recettes et des histoires de grand-mère autour d'un café, leur rire n'ayant pas besoin de traduction. Et mon père, lui qui autrefois ne pouvait imaginer que son fils choisirait l'amour plutôt que l'héritage, se vante aujourd'hui du fait que sa belle-fille prépare le meilleur chocolat chaud mexicain de la ville. Quant à la famille de Maria, elle nous a appris que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on partage. Le véritable miracle, ce n'est pas seulement que nous ayons trouvé l'amour, c'est la façon dont cet amour a transformé tous ceux qui l'a touché. Catherine dirige maintenant une fondation qui aide les étudiants défavorisés à réaliser leurs rêves. Les dîners de famille des Montgomery ont lieu dans notre petit appartement, où les cuillères en argent ont été remplacées par des couverts dépareillés, et où le bonheur n'a pas besoin d'être poli pour briller. Vous savez ce que j'ai appris? Le vrai courage ne réside pas dans les grands gestes. Il s'agit de choisir l'amour chaque jour, surtout quand le monde vous dit que c'est une erreur. Il s'agit de voir les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils font ou d'où ils viennent. Maria m'a appris que la véritable élégance n'a rien à voir avec le statut social, mais tout à voir avec la façon dont on traite les autres. Aujourd'hui, notre histoire ne parle plus seulement d'un garçon riche tombé amoureux de sa domestique. Elle raconte comment l'amour, quand il est authentique, peut briser les murs que nous avons mis des générations à construire. Chaque fois que je vois Maria lire à notre fille dans notre petit jardin, mêlant berceuses espagnoles et histoire du soir en anglais, je sais que nous n'avons pas seulement brisé des barrières, nous avons construit des ponts. Voici donc la vérité qui a tout changé. Parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de croire qu'on en est digne, peu importe d'où l'on vient ou ce que les autres pensent. Notre histoire n'est pas terminée. Elle s'écrit encore, page après page, dans un livre qui prouve que l'amour ne se soucie ni du statut social, ni des comptes en banque, ni des noms de famille. Et à tous ceux à qui l'on dit que leur histoire d'amour ne correspond pas aux attentes des autres, écrivez-la quand même. Les plus beaux chapitres naissent souvent de la transgression des règles sur qui nous sommes censés aimer. Après tout, le véritable amour ne voit pas les barrières, il voit les possibilités. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires d'amour qui défient tous les obstacles. Parce qu'au final, le seul statut qui compte, c'est celui de votre cœur.